1967, Guy Debord, qui est donc l'auteur sur lequel j'ai fait une thèse, a publié un livre intitulé « La société du spectacle ». Bon, La société du spectacle, c'est un livre qui, depuis, a acquis le redoutable statut de ces livres un petit peu mythiques, qu'on reconnaît à un trait tout particulier. Tout le monde en parle, mais personne ne les lit. Alors c'est même mieux que ça, vous pouvez être sûr que personne ne les a lus quand tout le monde en parle. Alors il y a 1984 de George Orwell, qui fait partie de ces livres, Le Capital de Marx, évidemment, et bien La société du spectacle, qui est en passe d'acquérir, je le disais, cette redoutable notoriété spectaculaire. Et quand on parle de la société du spectacle, alors souvent vous avez des formules un petit peu à la mode qui vous disent « c'est le livre le plus prophétique de la seconde moitié du XXe siècle ». Peut-être vrai, mais je ne sais pas. Ce serait un portrait au vitriol du consumérisme, le manifeste de la génération 68, etc. Bon. Ce qu'on va se demander aujourd'hui, c'est ce qu'il en est vraiment du concept de spectacle une fois qu'on a lu l'œuvre, et à de multiples reprises dans mon cas. Et pour le dire clairement, et c'est peut-être la première question que je vais poser, est-ce que Debord, dans La société du spectacle, se contente de faire une critique des images, une critique des médias, une critique des apparences? Bref, est-ce que La société du spectacle n'est qu'une réactualisation à la sauce marxiste de l'allégorie de la caverne de Platon? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout familiers avec l'allégorie de la caverne de Platon? C'est pas une honte, hein? Qui n'a jamais entendu parler de ça? Tout le monde connaît? Vous êtes trop fort. Bon, j'ai quand même mis une petite illustration. Ah, ça ressemble à ça. Si vous en avez jamais entendu, j'en fais un petit résumé, mais si c'est pas nécessaire, bon, tant mieux. Bon, donc souvent quand on présente la société du spectacle, on présente ce livre comme une sorte de version actualisée de l'allégorie platonicienne de la caverne, où à la place donc, de ces prisonniers regardant des images sur une paroi, vous auriez des téléspectateurs regardant tout aussi bêtement à la télévision, sur Internet ou écoutant à la radio un certain type de contenu, comme si le spectacle était une sorte de nouvelle caverne dans laquelle Hanouna serait le nouvel empereur. Bon. Voilà. Il y aurait quelques variations, mais finalement, dans l'espèce de doxa qui entoure la société du spectacle, il y aurait une filiation entre Debord, Platon et Matrix, puisque Matrix est aussi une référence à la caverne. Bon, alors est-ce que c'est ça le concept de spectacle? Eh bien justement, pas du tout. Ou alors de manière spectaculaire. Et je vais déjà commencer à rentrer dans le détail de la société du spectacle. Debord le dit explicitement dans La société du spectacle, à la thèse 24, dans le chapitre 1. En fait, il dit « Lorsque je parle de spectacle, je ne parle pas de télévision ou je ne parle pas de radio. » Il dit « La télévision et la radio, et là je le cite, ne sont que les manifestations superficielles du spectacle, les manifestations les plus écrasantes. » Donc, ce qu'explique Debord, c'est que si on souhaite comprendre le spectacle, il ne faut pas en rester à la superficie. Il ne faut pas se contenter de penser le spectacle comme un concept qui critiquerait le trop-plein d'images dans la société de consommation, puisqu'une telle approche en resterait au niveau des apparences. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ce que Debord essaie de faire, c'est d'aller au-delà des apparences, d'aller dans le réel. Bon. Avant de rentrer dans le détail du livre, alors vous allez voir comment je vais faire, je vais prendre 3 thèses qui sont difficiles à comprendre et que je vais vous expliquer. Donc avant de rentrer dans le détail du livre, il faut que je vous dise 2 mots sur la philosophie et sur l'utilité des concepts. Et là, la question que je vais poser, c'est qu'est-ce qu'un concept? Et à quoi sert-il? À quoi ça sert le concept de spectacle? Bon, je ne vais pas me lancer dans une définition philosophique générale, ça n'aurait pas de sens, mais j'aimerais vous présenter, pour commencer, la manière dont Debord concevait l'activité conceptuelle. Et je vais partir d'une des thèses de la société du spectacle. Donc là, on est dans le chapitre 1, thèse 10. Le concept de spectacle unifie et explique une grande diversité de phénomènes apparents. Bon, dans cette phrase, vous avez tout ce qu'il faut, non pas pour comprendre le concept de spectacle, mais pour comprendre la manière dont Debord envisageait l'activité conceptuelle.
Regardez, il dit deux choses importantes dans cette thèse. Il nous dit d'abord qu'un concept, c'est une construction mentale qui unifie et qui, parce qu'elle unifie, cette construction mentale, explique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette fonction qui est dévolue au concept, et vous allez, j'espère, bien comprendre ce que ça signifie avec l'exemple suivant. Imaginez que vous êtes dans le train et que vous n'avez plus de batterie sur votre smartphone, vous n'avez personne avec qui discuter à côté de vous, et puis vous vous dites, bon bah tiens, je vais me mettre à penser à tout ce qui ne va pas dans la société contemporaine. C'est possible que vous vouliez faire ça, pourquoi pas. Donc vous commencez à faire ça, et puis imaginons que vous allez commencer à faire une liste. Alors, vous vous dites, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas dans la société contemporaine? Vous allez dire, je ne sais pas, la crise écologique, vous allez dire, il y a trop de publicités qui nous parviennent en permanence, il y a une perte de confiance dans la parole politique, une montée des populismes, etc., etc. Donc vous avez, dans votre esprit, si vous commencez à réfléchir, vous allez avoir une liste ou ce que Debord appelle une diversité de phénomènes apparents, une grande diversité de phénomènes apparents. Eh bien, le rôle d'un concept, dit Debord, c'est d'unifier tout ça, c'est d'expliquer tout ça. Parce que si vous êtes dans le train et que vous commencez à faire cette liste, en fait, dans votre pensée, c'est le foutoir, c'est le chaos. Vous allez dire, bon, bah, y a ça qui ne va pas, il y a l'écologie qui ne va pas, il y a la montée du populisme, la publicité. Mais tout ça, dans votre pensée, ce n'est pas encore connecté, ce n'est pas encore unifié. Le rôle d'un concept, selon Debord, c'est d'unifier ces phénomènes apparents. C'est d'unifier ce qui, sur le plan de l'apparence, est distinct et de montrer l'espèce de fil rouge qu'il y a, l'espèce de fond commun qu'il y a dans tous ces problèmes que vous êtes en train de lister. Donc, le concept de spectacle, il unifie et explique une grande diversité de phénomènes apparents. Alors, le deuxième point important pour comprendre l'activité conceptuelle chez Debord, outre cette unification et cette explication, ces phénomènes apparents. Pourquoi l'utilisation de ce terme? Bien, un concept pour Debord, c'est un outil de la pensée qui va vous permettre de voir la réalité autrement que par l'intermédiaire des apparences. Autrement dit, autrement que par l'intermédiaire des images. Pour illustrer ça, je ne vais pas passer par Platon, je vais passer par un autre grand philosophe qui expliquait que le rôle des concepts, c'était de vous permettre d'aller au-delà des apparences, c'est Karl Marx. Regardez ça. Là, vous êtes dans le Capital, livre 1, section 2, chapitre 6, la force de travail. Et regardez cette citation. Je vais la lire. Nous allons donc, en même temps que le possesseur d'argent et le possesseur de force de travail, quitter cette sphère bruyante où tout se passe à la surface et au regard de tous, pour les suivre tous deux dans le laboratoire secret de la production, sur le seuil duquel est écrit « No admittance except on business ». On n'entre pas ici sauf pour affaires. Là, alors juste, la citation est fausse, là, nous allons voir non seulement comment le capital produit, mais encore comment il est produit lui-même. La fabrication de la plus-value, ce grand secret de la société moderne, va enfin se dévoiler. Donc, vous voyez, qu'est-ce que dit Marx ici? En fait, il nous dit, dans ce chapitre, je vais vous permettre d'aller là où normalement on ne va pas. Je vais vous permettre de quitter la surface des phénomènes pour rentrer dans la réalité. C'est ça le rôle d'un concept. Le rôle d'un concept, c'est de vous permettre d'aller au-delà du niveau des apparences sociales pour rentrer dans la réalité. Et vous allez voir que le concept de spectacle chez Debord, il remplit cette fonction. Ça va jusqu'ici? Vous pouvez poser des questions au même moment, moi ça ne me dérange pas. C'est bon? Ok. Bon, avant d'en venir à une définition un peu plus détaillée du concept de spectacle, thèse 1. On va partir de la thèse 1. Là, c'est la manière dont Debord ouvre la société du spectacle. Donc, vous voyez qu'il écrit « Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. » Alors, si vous êtes familier de Karl Marx, vous aurez reconnu la première phrase du Capital. Parce que la première phrase du Capital, c'est « La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. » Voyons, les deux phrases se ressemblent. Bon, Debord, il n'a pas fait ça par hasard. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Bien parce que ce qu'explique Debord dans cette première phrase, c'est que
le concept qui va vous permettre d'aller au-delà du niveau des apparences, donc le concept qu'il va développer dans le livre qu'il ouvre, c'est plus tout à fait le concept de marchandise. Alors, je m'explique. Marx, dans Le Capital, voulait faire du concept de marchandise un concept permettant d'aller au-delà du niveau des apparences. Mais justement, Debord nous dit, si vous voulez comprendre la société contemporaine, le concept de marchandise de Marx, il est adéquat, mais il ne rentre plus tout à fait dans la serrure. C'est-à-dire qu'il ne permet plus tout à fait d'aller dans la réalité, là où le concept doit aller. Donc, ce qu'explique Debord dans cette première phrase, c'est que pour pouvoir comprendre la société contemporaine, il nous faut un nouveau concept. Plus simplement celui de marchandise, mais celui de spectacle. D'accord ? Et c'est ça que je vais expliquer maintenant. Alors, on va expliquer 3 thèses de la société du spectacle. Alors vous allez voir, ces 3 thèses, elles sont difficiles d'accès. Alors, regardez ça. Ça, c'est la première thèse qu'on va expliquer. Ensuite, ce sera celle-là et celle-là. Alors, première thèse qu'on va expliquer, c'est celle-là. Le spectacle, comme la société moderne, est à la fois uni et divisé. Comme elle, il édifie son unité sur le déchirement. Mais la contradiction, quand elle émerge dans le spectacle, est à son tour contredite par un renversement de son sens, de sorte que la division montrée est unitaire, alors que l'unité montrée est divisée. Bon, je vous assure que la première fois que je suis tombé sur cette phrase, ça n'a pas été très facile à comprendre. Mais je fais le pari qu'à la fin de cette conférence, vous l'aurez comprise. On va voir. Hein. Donc ça, c'est la première qu'on va expliquer. Ce sera la première partie. Celle-là, peut-être plus simple, mais quand même assez cryptique également. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. Bon, ok. Et dernière thèse qu'on expliquera, le spectacle comme organisation sociale présente de la paralysie de l'histoire et de la mémoire, de l'abandon de l'histoire qui s'érige sur la base du temps historique et la fausse conscience du temps. Voilà, ce sont les 3 thèses que je veux vous expliquer. Ce sera 3 aspects du concept de spectacle. Alors, je retourne à la diapo 6. Bon, je vais essayer de vous expliquer ça. Ça, c'est la première, ce sera la première lecture, première approche du concept de spectacle. Bon, je vous ai dit en introduction qu'il était réducteur de considérer le spectacle, le concept de spectacle chez Debord, comme l'ensemble des moyens de communication de masse, comme si ce que Debord appelait spectacle était une sorte de mot fourre-tout pour désigner ce qui se passe à la télévision, à la radio ou se poste sur les réseaux sociaux et Internet. Donc je dis, hein, c'est superficiel de comprendre le concept de spectacle de cette manière. Et pourquoi c'est superficiel ? Parce que ça reviendrait à dire que le spectacle correspondrait, je le disais en introduction, grosso modo, à la paroi de la caverne chez Platon, c'est-à-dire donc un dispositif sur lequel des ombres, des images et des apparences seraient projetées, dispositif qui capterait l'attention des prisonniers ou des spectateurs et les empêcherait de penser par eux-mêmes. Donc, j'avais commencé mon introduction en disant le concept de spectacle ne peut pas être réduit à une critique des images, une critique de la radio, de la télévision ou maintenant d'Internet. Alors, si on ne peut pas réduire le concept de spectacle à ça, ça ne veut pas dire pour autant que cette acception du terme, cette acception qui a été retenue, elle est tout à fait farfelue. Après tout, un spectacle, qu'est-ce que c'est ? Sinon, quelque chose que vous regardez, c'est-à-dire quelque chose qui a été spécifiquement mis en scène pour satisfaire un public. Oui, ce n'est pas tout à fait farfelu non plus de dire que lorsque Debord écrit La société du spectacle et critique le spectacle, il critique les images, il critique la publicité, il critique ce qui se passe à la radio et à la télévision. Ce n'est pas tout à fait farfelu. Et ce sens du concept de spectacle, c'est-à-dire un sens critique à l'égard des images, de la télévision, de la radio et donc plus tard d'Internet ou des réseaux sociaux, c'est ce sens-là du concept de spectacle. Donc ce sens, c'est celui qu'il a dans cette thèse 54. C'est pour ça que je l'ai retenu. Alors, je vous la relis, parce qu'il faut cela... Bon, ouais, moi, j'ai dû la lire au moins 100 fois, cette thèse. Peut-être que c'est à la 50e fois que je réussis à la comprendre.
Mais la contradiction, quand elle émerge dans le spectacle, est à son tour contredite par un renversement de son sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire que quand la contradiction émerge dans le spectacle, elle est aussitôt contredite par un renversement de son sens? Eh bien, ça veut dire que la contradiction, je vais vous expliquer ce que ça signifie, ça veut dire que chaque fois qu'un contenu, quel qu'il soit, apparaît dans ce que Debord appelle le spectacle, et donc là, il faut entendre les moyens de communication de masse, donc c'est bien le sens que ce concept, que ce terme a dans cette phrase. Chaque fois qu'un contenu apparaît au sein des moyens de communication de masse, c'est au prix du renversement de son sens réel. Alors, avec un exemple, peut-être que ce sera plus clair. Regardez. L'exemple le plus célèbre dans la société du spectacle de ce type d'inversion, c'est-à-dire donc inversion du sens lorsqu'un contenu apparaît dans le spectacle, c'est la division spectaculaire du monde en bloc de l'Est et bloc de l'Ouest au moment de la guerre froide. Alors peut-être que ça devrait vous rappeler, ça normalement, des souvenirs de terminale. Comment est-ce qu'on vous a présenté la guerre froide en terminale? Normalement, la guerre froide en terminale, on vous dit, c'était l'opposition entre les États-Unis et l'URSS. Et peut-être que vous êtes allé plus loin, et normalement oui, une sorte d'opposition acharnée entre le communisme et le capitalisme. Ça, c'est ce qui était montré dans le spectacle de Debord, c'est-à-dire les moyens de communication de masse présentaient la guerre froide comme une lutte acharnée entre capitalisme et communisme. Et je pense que c'est plus ou moins ça que vous avez retenu de l'étude de la guerre froide au lycée, non? Ouais? Plus ou moins. Bon. Donc, à ce moment-là, dans le spectacle, vous aviez une opposition où l'Est et l'Ouest semblaient se contredire mutuellement. D'un côté capitaliste, de l'autre communiste. Vous aviez, autrement dit, sur un plan spectaculaire, d'un côté le méchant rouge, la faucille et le marteau, etc., et de l'autre les cornflakes, le consumérisme, et l'un semblait contredire l'autre. Bon. Eh bien, justement, ce qu'explique Debord, c'est que ce qui était montré dans le spectacle était montré au prix du renversement de son sens réel. Parce que, non pas sur le plan des apparences, mais dans la réalité, ce n'était pas du tout de ça qu'il s'agissait, la guerre froide. Et selon Debord, l'URSS n'était jamais qu'un capitalisme d'État. Il n'y avait rien à voir avec le communisme, l'URSS. Bon, ça, peut-être qu'on pourra expliquer dans les questions. Mais en tout cas, l'idée de Debord, c'est que au moment, ce qui était montré de la guerre froide n'était en réalité que le renversement du sens réel de ce qu'elle était, à savoir une division mondiale des tâches spectaculaires, avec d'un côté l'URSS qui permettait d'agiter le spectre du communisme et du coup de maintenir un statu quo à l'échelle mondiale. Alors pour avoir un exemple un peu plus contemporain de cette idée, à savoir que dans le spectacle, chaque fois que quelque chose apparaît, c'est au prix du renversement de son sens réel, je vais prendre un autre exemple qui va peut-être un peu plus vous parler. C'est l'exemple de la notion d'authenticité. Peut-être que vous aurez remarqué que la notion d'authenticité est très à la mode et que vous la retrouvez sur les réseaux sociaux notamment avec des hashtags comme no filter, no make-up, etc. Peut-être que vous avez déjà rencontré ça. Ouais. Bon. Donc vous voyez, je me montre de manière authentique. C'est très à la mode de faire ça, et c'est tant à la mode que même Carrefour s'y est mis, puisque Carrefour fait la promotion dans une publicité récente de l'authenticité de ses pommes de terre. Regardez à quel point c'est authentique, puis vous avez des pommes de terre. Bon, bref. Cette notion d'authenticité, je disais, elle est à la mode. Elle est surtout à la mode dans un champ qui est assez énigmatique, c'est celui du développement personnel. Vous avez déjà rencontré ça. Ce chant qui nous dit « sois toi-même, deviens ce que tu es, deviens la meilleure version de toi-même, etc. » Bon. Je vous donne cet exemple parce que, selon cette thèse de Debord, si elle est comprise, vous aurez compris que chaque fois qu'on vous montre quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est très probablement au prix de l'inversion ou du renversement du sens réel de cette chose. Donc, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour la notion d'authenticité? Eh bien, il y a fort à parier que quand quelqu'un vous dit qu'il est authentique, ce soit le comble du superficiel et du mensonger.
Donc il y a fort à parier que lorsque Carrefour vous dit que ces pommes de terre sont authentiques, ce soit probablement les pommes de terre les plus trafiquées qui soient. Et il y a fort à parier que lorsque quelqu'un vous dit sur les réseaux sociaux être authentique, vous soyez sur un plan réel, dans le comble du superficiel, de Monsanger et de l'aliénation. C'est ça l'idée de Debord, c'est-à-dire que tout ce que l'on montre, ou il y a fort à parier que quand on nous montre quelque chose dans le spectacle, c'est au prix du renversement de son sens réel, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous dit « regardez à quel point je suis authentique », probablement que dans la réalité, c'est l'aliénation la plus totale qui le caractérise. Bon. Je vais aller vite là-dessus parce que, à vrai dire, je n'ai pas un temps extensible et c'est surtout la troisième thèse, moi, qui m'intéresse. Je passe à la deuxième explication du spectacle. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. Alors, pour vous expliquer cette thèse, peut-être que le mieux, c'est de passer... Alors, je n'ai pas pu isoler le passage du film, mais c'est de vous expliquer l'image qui illustre cette thèse de la société du spectacle dans le film, la société du spectacle. Parce que Debord en a fait un film de la société du spectacle en 1973. Et cette thèse 29, il l'a illustrée d'une manière assez subtile, je crois. Pour illustrer cette thèse, il a pris l'exemple d'un couple regardant la télévision. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire lorsqu'on a une image de couple regardant de la télévision pour illustrer cette thèse? Quelque chose de simple. Vous voyez bien que le couple à la télévision, je vais donner d'autres exemples, est uni, parce qu'ils sont bien sur un canapé, ils sont ensemble, mais ils sont en même temps séparés, puisque si vous regardez la télévision en couple, il y a très peu de communication entre vous. On peut donner d'autres exemples. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. Le téléphone, d'une certaine manière, c'est pareil. Là, vous avez, je vais donner d'autres exemples. Hein. Là, vous avez des députés à l'Assemblée nationale, des jeunes dans le métro singapourien. Ce sont de vraies photos hein, que j'ai prises. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça devrait nous rappeler des souvenirs, parce que vous voyez des gens... Ah non, on ne voit peut-être pas les masques. Ça, c'est la sortie du premier confinement et c'est une queue devant chez Zara. Ouais. Alors, qu'est-ce que ces photos ont en commun? Eh bien, justement, le fait qu'on y voit plusieurs personnes, donc au restaurant, à l'Assemblée nationale, dans le métro et devant chez Zara à la sortie du confinement. Ces personnes, en un sens, elles sont bien réunies, on est d'accord? Elles sont ensemble d'une certaine manière. Elles sont au même endroit. Mais en réalité, comme on le comprend très bien, il s'agit d'une unité factice. On pourrait dire que ces personnes sont isolées ensemble. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. Vous voyez? Ça va nous permettre de discuter un petit peu de technologie ensemble. Alors, c'est difficile de vous expliquer, en tout cas en une heure, ce que signifie la séparation chez Debord. Qu'est-ce que ça veut dire être séparé? Ça, je le garde quand même pour le troisième moment. Mais disons que pour le moment, on peut interpréter la séparation de cette manière. Dans les sociétés modernes, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés consuméristes, et même dans les sociétés démocratiques, si l'on en croit Tocqueville, les individus sont repliés sur eux-mêmes. Et donc, ce qui caractériserait ces sociétés modernes, ce serait une forme d'individualisme. Par la consommation, en raison de par le consumérisme, la propriété privée, le travail moderne, et Debord ajouterait même par l'aménagement urbain, c'est progressivement dans ces sociétés le sens du collectif qui s'amenuise, au profit justement de cette séparation intersubjective où chacun vit sa vie dans son petit coin, poursuivant son bonheur, et après nous le déluge. Bon, moi ce qui m'intéresse dans cette thèse, donc j'y reviens, hein, le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé, c'est qu'elle constitue une thèse assez profonde sur la technologie contemporaine. Elle est porteuse d'une certaine conception de la technologie et peut-être même qu'elle peut nous aider à tenir un discours dont on a cruellement besoin actuellement, c'est-à-dire un discours technocritique.
pourquoi est-ce qu'on a cruellement besoin d'un discours technocritique dans la société contemporaine? Parce que je crois, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, et ça c'est justement le but de la discussion d'après, si vous voulez poser des questions là-dessus, je crois qu'il existe une idéologie autour de la technologie et que cette idéologie, elle est néfaste, et il faut que l'on puisse s'en défaire. Beaucoup de gens vous disent, et c'est ça le propre de cette idéologie, la technologie c'est neutre, la technique c'est neutre, et en fait sa valeur dépend des usages qu'on en fait. Et souvent, pour illustrer cette thèse, on vous dit avec un marteau, vous pouvez construire une maison ou fracasser un crâne. Le marteau en lui-même serait neutre. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette thèse, mais c'est une thèse, une idée assez reçue sur la technologie. Bref, cette idéologie sur la technologie consisterait à poser le problème technologique en termes d'usage positif ou négatif d'une machinerie qui serait en elle-même neutre. Bon. Eh bien, je crois que ce discours-là, Debord le critique, ça c'est certain, mais qu'il est également très bien critiqué par un autre spécialiste, enfin un spécialiste de Debord, qui s'appelle Patrick Marcolini, et qui écrit dans un texte récent, donc je vous lis cette citation, « Les techniques sont des usages, ou plus exactement, elles s'incarnent dans des objets et des procédures qui prescrivent des usages en un nombre assez étroitement fini, usage que l'on ne peut éviter qu'en modifiant structurellement ces objets et procédures, ce qui revient en fait à changer de technique. » Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette citation? Eh bien, il s'agit d'un point important, je reviens sur la citation de Debord, il s'agit d'un point important qui est au cœur de cette thèse 29, cette idée que le spectacle réunit le séparé, mais qui le réunit en tant que séparé. Je pense qu'il est important, et Debord le fait d'ailleurs dans la société du spectacle, de ne pas confondre technique et technologie, comme j'ai eu tendance à le faire dans mes phrases précédentes. La technique, elle désigne, selon Debord, à un moment donné de l'histoire, ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes capables de faire. La technologie, elle désignerait plutôt ce que nous avons décidé de faire. Bref, la technologie, dit Debord, c'est l'ensemble de ce que nous avons décidé de faire, c'est-à-dire l'ensemble des outils techniques que nous avons décidé de produire. Et Debord se demande toujours, qu'est-ce qui nous a poussé à décider de produire telle ou telle chose? Eh bien justement, la thèse de Debord, c'est que les outils technologiques que l'on produit depuis la seconde moitié du XXe siècle, ce sont des outils qui ont cette fâcheuse tendance à accentuer la séparation des individus entre eux. Parce que regardez, l'automobile isole le conducteur dans son habitacle, la télévision isole les spectateurs en focalisant leur attention sur les images. On pourrait même dire que l'urbanisme contemporain isole les habitants dans la cellule familiale, c'est la critique qu'il faisait du Corbusier, et le smartphone isole les individus dans des bulles informationnelles. Donc, vous voyez, l'idée de Debord, c'est que les technologies contemporaines portent en elles un principe de séparation des individus. C'est-à-dire que ce que l'on décide de faire parmi l'ensemble de ce que l'on est capable de faire, ce sont très souvent des technologies qui vont avoir pour tendance d'accroître l'individualisme contemporain, d'accroître le repli des individus sur eux-mêmes. Bref, elles sont toujours au service du contrôle social. Et probablement qu'il n'aurait pas changé une ligne à la société du spectacle s'il avait découvert le smartphone, enfin s'il avait pu assister à l'émergence du smartphone. J'en viens à la thèse qui, à mes yeux, est la plus importante de la société du spectacle. Donc, on a déjà vu deux définitions du spectacle. Donc, je disais que le spectacle, c'était un dispositif de projection de contenu, sachant que la projection ou la production de tel ou tel contenu se faisait au prix du renversement de son sens réel, ce qu'on a vu avec la guerre froide et la notion d'authenticité. On a vu que le spectacle n'était pas simplement quelque chose comme un trop-plein d'images dans la société consumériste, mais aussi quelque chose qui accentuait la séparation des individus entre eux. Donc, vous voyez, donc c'est une autre acception du concept de spectacle. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est une définition du spectacle dont je vous disais, à mon avis, est la plus importante de toute l'œuvre. Le spectacle, c'est la fausse conscience du temps.
je lis cette citation, « Le spectacle comme organisation sociale présente de la paralysie de l'histoire et de la mémoire, de l'abandon de l'histoire qui s'érige sur la base du temps historique et la fausse conscience du temps. » Pourquoi est-ce que c'est la plus importante? Alors, ça c'est parce que j'ai insisté dans ma thèse là-dessus. Je vous explique un petit peu, que ça vous donne aussi des indices sur le travail de thèse. En fait, en thèse, je suis allé étudier les fiches de lecture de Debord à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que je suis allé à la Bibliothèque nationale de France, j'ai demandé accès au fonds Debord, donc c'est l'ensemble des archives de Debord qui ont été conservées, et je me suis rendu compte que Debord, à chaque fois qu'il avait lu un livre, avait fait une petite fiche Bristol, souvent en relevant des citations de l'auteur concerné. Donc c'est simple, je suis allé éplucher toutes ces fiches de lecture, je suis allé lire les auteurs que Debord avait lus, et à partir des fiches de lecture, j'ai essayé de reconstruire le paysage intellectuel de Guy Debord. Et en étudiant ces fiches de lecture, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose dont on ne peut pas se rendre compte quand on a... Donc ça, ce sont les œuvres de Debord qui sont publiées, mais ce ne sont pas les œuvres complètes. Il n'y a pas toutes les fiches de lecture dedans. Et quand vous lisez ça, vous ne pouvez pas forcément vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui l'a obsédé toute sa vie. Mais ça, vous le voyez vraiment dans les fiches de lecture. Ce qui l'a obsédé toute sa vie, c'est la question du temps. Vraiment, c'est à chaque fois qu'il lisait un auteur, chaque fois que cet auteur parlait de temps, d'histoire, etc., Debord, il relevait la citation. Donc c'est vraiment quelque chose qui l'a obsédé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Et j'ai proposé une relecture du concept de spectacle à partir de la question du temps, c'est-à-dire à partir des chapitres 5 et 6 de l'œuvre. Et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Alors, je vous donne d'abord l'idée générale et ensuite je vous l'explique. Je crois que ce que Debord appelle spectacle, et là évidemment ça va rien vous dire, mais c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Je crois que ce que Debord appelle le spectacle, ce sont tous les types de sociétés dans lesquelles il y a désynchronisation des temps sociaux. Là encore, c'est abstrait, mais c'est ça que je vais expliquer maintenant. Désynchronisation des temps sociaux, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'expliquer, je vais partir de l'exemple de sociétés qui sont qualifiées par un historien que Debord a beaucoup lu, qui s'appelle Wittfogel, donc vous retrouverez son nom dans le texte de la conférence que je vous enverrai. Je vais partir de l'exemple donc, de société que l'historien Karl August Wittfogel, qui, je le disais, a été lu par Debord, exemple de société qu'il qualifiait de despotisme oriental. Alors, ces sociétés qu'il caractérise de despotisme oriental, ça concerne aussi bien l'Égypte ancienne, les sociétés précolombiennes, mais surtout, puisque c'est de ces types de sociétés que Wittfogel était spécialiste, il était spécialiste d'une société, il était spécialiste des Liao, qui était une dynastie semi-barbare qui a régné sur l'actuelle Mongolie, une partie de la Russie orientale et du nord de la Chine continentale entre 907 et 1125. Wittfogel était spécialiste des Liao et il caractérisait la société dirigée par les Liao de despotisme oriental. Et vous allez voir qu'avec l'exemple du despotisme oriental, on va commencer à bien comprendre ce que signifie la désynchronisation des temps sociaux. Et ensuite, je donnerai un exemple plus contemporain. Alors, regardez comment fonctionnaient les sociétés qu'il caractérisait de despotisme oriental. Et pourquoi est-ce qu'il y a dans ces sociétés une désynchronisation des temps sociaux? Eh bien, parce que il faut se demander dans ces sociétés, et c'est ça que fait Wittfogel, et c'est ça que Debord va faire aussi, comment le temps est réparti. C'est peut-être une drôle de question. Vous allez voir, elle est très concrète. Comment est-ce que le temps social est réparti? Eh bien, ces sociétés, c'était des sociétés à dominante agricole. C'est la première chose à savoir. Société à dominante agricole, ça veut dire que la majeure partie de la population, la quasi-totalité de la population dans ces dynasties semi-barbares, vivait dans un temps cyclique. Un temps qui était caractérisé par le retour des saisons, les semailles, etc. Donc, dans ces sociétés à dominante agricole, la majorité de la population vit dans un temps cyclique, donc qui se répète d'année en année avec les saisons, les récoltes, etc. Un temps cyclique
et c'est ça ce à quoi il faut être attentif, un temps cyclique, c'est un temps au sein duquel, d'année en année, les conditions d'existence se reproduisent. C'est-à-dire qu'entre 907 et 1125, les manières de travailler des paysans dans les sociétés du despotisme oriental n'ont pas fondamentalement évolué. Vous avez une répétition d'année en année des manières de travailler. Et c'est ça la caractéristique du temps cyclique. Non. Mais maintenant, demandez-vous, dans quel temps les dirigeants de ces sociétés vivaient-ils? Est-ce que les dirigeants de ces sociétés semi-barbares vivaient dans un temps cyclique? Ben non, parce qu'ils ne travaillaient pas. Donc les dirigeants de ces sociétés semi-barbares vivaient non pas dans un temps cyclique, mais dans un temps historique, linéaire, dans un temps irréversible, parce que ces dirigeants faisaient la guerre, construisaient des dynasties, etc. Bref, seule la classe dirigeante, dans les sociétés du despotisme oriental, vit dans un temps historique. Les paysans dans ces sociétés-là vivent dans le temps cyclique, donc avec reproduction d'année en année des conditions d'existence, alors que les dirigeants, parce qu'ils ne travaillent pas, vivent dans un temps historique. Vous voyez, le temps de la guerre, le temps de la construction des dynasties. Donc, la classe dirigeante dans les sociétés caractérisées par Wittfogel de despotisme oriental sont les seuls à vivre à ce moment-là dans l'histoire. Les paysans, parce qu'ils travaillent, vivent dans un temps cyclique avec reproduction des conditions d'existence, mais les dirigeants sont les seuls à vivre dans un temps historique. C'est ça la désynchronisation des temps sociaux. Vous avez désynchronisation des temps sociaux chaque fois que dans une société, il y a une partie de la population qui vit dans l'histoire, alors que l'autre partie de la population, donc celle qui travaille, vit dans un temps caractérisé par la reproduction, bref, dans un temps cyclique. Alors, si vous voulez un exemple de ça, c'est très clair dans Les 7 samouraïs de Kurosawa. Qui a vu ça? Ok. Je vous pitch le film. Regardez, c'est simple. Dans Les 7 samouraïs de Kurosawa, vous avez donc des paysans qui vivent dans un temps cyclique, qui travaillent, qui sont des sociétés à dominante agricole. Et on voit, c'est comme ça que Kurosawa dépeint le mode de vie des paysans au début, vous avez des paysans qui vivent dans un temps qui est très peu évolutif. Et puis, parce qu'ils sont dans un pays qui est en guerre, ils apprennent qu'il y a des barbares qui vont venir piller leur village, qui vont venir faire la guerre chez eux, bref, qui vont venir tout détruire. Et les paysans de Kurosawa, à ce moment-là, eux qui vivaient dans un temps cyclique, vivent l'histoire comme quelque chose qui va venir perturber la cyclicité de leurs existences. Et ils sont là au tout début du film, ils sont tous en rond, à genoux, en train de se lamenter sur le fait que des barbares vont venir piller leur village et détruire leurs conditions d'existence. À ce moment-là, vous avez une désynchronisation totale des temps sociaux, parce que vous avez des dirigeants qui ont décidé de faire la guerre, et des gens qui vivaient dans un temps cyclique qui vont être concernés par la guerre, alors que la guerre, ils n'en ont pas voulu. Oui. Donc, parce qu'il y a ce que Debord appelle spectacle, désynchronisation des temps sociaux, vous avez des gens qui vivent dans un temps cyclique et qui vont être concernés par un temps historique qui ne les concerne pas. Bon. Et je ne vous gâche pas le film, mais à ce moment-là, il y a un des paysans qui va se lever et qui va dire « on ne va pas subir ces invasions barbares, on va se battre ». Et ce paysan-là, qui décide donc de rentrer dans l'histoire, il va réunir 7 samouraïs pour protéger son village. Alors, peut-être que ça ne nous parle pas trop, cette idée des sociétés du despotisme oriental, parce qu'on a complètement changé d'époque. Et que la désynchronisation des temps sociaux, c'est plus du tout ce qui caractérise nos sociétés, en tout cas à première vue, puisqu'il n'y a pas une telle différence entre, disons, des paysans qui travailleraient dans nos sociétés et des dirigeants. Et vous allez voir que le spectacle n'est pas pour autant un processus terminé. Regardez. Depuis la révolution industrielle, donc depuis le 19e siècle, donc depuis l'installation, dirait Debord, du système capitaliste, depuis que nous produisons et depuis que nous sommes installés dans un temps historique irréversible, donc depuis le 19e siècle, c'est l'ensemble de la population qui se situe dans l'histoire. C'est-à-dire que
depuis le XIXe siècle, l'ensemble de la population, parce qu'elle travaille et parce que ce travail consiste à faire progresser les forces productives, l'ensemble de la population se situe dans un temps qui n'est plus un temps cyclique, mais dans un temps historique. On pourrait dire, à ce moment-là, c'est très bien, on est tous dans l'histoire, mais regardez comment est rythmée votre vie quotidienne. Est-ce qu'il n'y a pas de désynchronisation des temps sociaux ? Regardez votre vie quotidienne, elle est caractérisée par un temps que Debord appelle un temps pseudo-cyclique. Parce que regardez nos vies d'année en année, comment est-ce qu'elles sont rythmées ? Est-ce qu'on peut dire que elles sont, disons, riches, qualitatives et irréversibles ? Ben non, parce que regardez, d'année en année, nous vivons un peu à la manière des paysans de Kurosawa, une reproduction de nos conditions d'existence. C'est-à-dire que d'année en année, on attend le retour de notre série préférée, on attend la nouvelle version de l'iPhone, on attend le moment des vacances, etc. Bref, notre vie quotidienne, elle est elle-même engagée dans des cycles. C'est ce que Debord appelle les temps pseudo-cycliques, qui sont donc des cycles rythmés par les marchandises que l'on consomme. Il y a quelqu'un qui a bien vu ça, hein, c'est le rappeur Orelsan, je ne sais pas s'il y en a qui l'écoutent. Le rappeur Orelsan, dans une chanson qu'il a justement intitulée No Life, pas de vie, explique ça hein, de manière tout à fait claire, où à un moment il dit la vie suit son cours de la NES à la PSP. NES et PSP sont deux types de consoles. Debord, Orelsan ont vraiment très bien vu ça, c'est-à-dire que alors que, disons, la société évolue et dans un temps historique, nos vies quotidiennes, elles sont engagées dans des cycles qui nous poussent à revivre d'année en année des conditions d'existence qui sont sensiblement les mêmes, parce que nous consommons des marchandises. Bon, on pourrait se dire que ce n'est pas très grave, parce que, après tout, quel est le problème si l'on vit ou si l'on préfère vivre dans un temps qui est cyclique ou routinier ? Le problème, c'est tandis que nous consommons des marchandises et tandis que notre vie quotidienne est engagée dans des cycles qui se répètent, eh bien, le processus historique dans lequel on est engagé depuis le XIXe siècle, lui, il poursuit sa logique mortifère et désormais sous la forme d'une crise écologique. Donc vous voyez, dans la société contemporaine, alors on n'est certes plus au niveau du despotisme oriental, mais il y a toujours une désynchronisation des temps sociaux, parce que alors que nous vivons dans un temps pseudo-cyclique qui est rythmé par des marchandises, la planète, elle se transforme d'une manière toujours plus irréversible sous l'effet de la marchandise et sous l'effet du travail, en dessinant un avenir dont on peut s'attendre raisonnablement à ce qu'il ne soit pas radieux. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça le spectacle chez Debord et la manifestation la plus forte du spectacle chez Debord. En fait, vous êtes spectateur quand vous regardez impuissant un processus historique qui est en train de se faire et que vous n'arrivez pas à dévier. Vous voyez, c'est ça, vous êtes un peu... je pense qu'à ce moment-là, Debord dirait qu'on est comme les paysans de Kurosawa. Parce que vous avez les paysans de Kurosawa, donc la guerre arrive dans leur village et ils sont à genoux, ils sont en train de se lamenter. Ils font « mais qu'est-ce qu'on va faire pour nous défendre ?» Parce qu'il y a des synchronisations des temps sociaux. Aujourd'hui, on est en train de vivre la même chose. C'est-à-dire que les sociétés sont en train de se transformer de manière irréversible sous l'effet de processus économiques, et ces processus économiques, on les regarde en spectateurs impuissants. On voit que, nous acheminons vers un état qui est un état désastreux, et pourtant on a l'impression que cet état, on ne peut pas le dévier. C'est ça le spectacle, la désynchronisation des temps sociaux. On a l'impression que le temps historique, on ne le contrôle plus. Et dirait Debord, pourquoi est-ce qu'on ne le contrôle plus ? Parce que justement, on décide de consommer des marchandises et de vivre dans un temps cyclique ou pseudo-cyclique de la consommation. Alors, je voudrais quand même finir sur une note positive. Quelque part, Debord a écrit « Nous ne voulons pas travailler au spectacle de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle ». Il aimait bien ces retournements, Debord. Nous ne voulons pas travailler au spectacle de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle. Bon, là, je citerai volontiers, ce sera pour finir, hein, le nain Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. C'est dans le 3e volet, Le Retour du Roi. Je ne sais pas si tout le monde a vu Le Seigneur des Anneaux. Il s'apprête, vous avez Aragorn et une petite équipe qui s'apprête à aller vers la Porte Noire, marcher sur la Porte Noire et vers une mort certaine, hein, pour donner un petit peu de temps à Frodon pour qu'il puisse se débarrasser de l'anneau. Et à ce moment-là, le nain Gimli dit quelque chose qui
m'a toujours fait penser à la lutte contre le spectacle et à la lutte ou au combat en faveur de la fin du monde du spectacle. Donc, il s'apprête à partir et Gimli dit « Une mort certaine, de faibles chances de succès, mais qu'attendons-nous » Je pense que la lutte contre le spectacle, elle est bien résumée par cette phrase de Gimli. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que il y a très peu de chances de réussir qu'il ne faut pas le faire, et au contraire, c'est qu'attendons-nous pour le faire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais laisser pas mal de temps pour les questions, peut-être pour résumer ou pour qu'on revoie des points qui n'auraient pas été clairs. Je vous remercie de votre attention et puis je prendrai toutes les questions que vous aurez. Merci. Alors, oui. Ok. Moi, j'aimerais bien essayer de comprendre, vous l'avez dit au début de votre exposé, c'était le fait qu'à chaque fois que le spectacle, ou que ce soit la radio, la télé, nous montre quelque chose, ce soit en fait l'inverse, qui soit réellement vrai. Vous avez pris l'exemple de l'URSS qui était un capitalisme territorial ou capitalisme d'État, oui. Capitalisme d'État. Ouais. J'ai pas très bien compris cette notion. Ouais. Alors, alors ça c'est une thèse qui est assez répandue à partir des années 50. En fait, c'est l'idée que donc, le Parti communiste défend vraiment l'idée qu'il y a du communisme à l'Est et que l'URSS peut être considérée comme l'incarnation de l'idéal communiste au XXe siècle. Et il y a beaucoup d'auteurs qui, à partir des années 50, mais même un petit peu avant, et dont Debord, en fait, nous disent non, ce n'est pas du tout le communisme qui est réalisé en URSS, c'est un capitalisme d'État. Et qu'est-ce que c'est qu'un capitalisme d'État ? C'est un mode d'organisation politique dans lequel la richesse est certes pas distribuée comme aux États-Unis, c'est-à-dire dans les démocraties libérales, mais accaparée par une minorité dirigeante. Donc, il n'y a pas de mise en commun de la production, mais il y a au contraire accaparement de la production par une élite dirigeante, et cette élite dirigeante, c'était justement celle de l'URSS. Donc capitalisme d'État, parce qu'il n'y a pas collectivisation des moyens de production, mais accaparement de ces moyens de production par une classe qui vit au-dessus de la société et s'accapare sa richesse. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a renversement de son sens réel ? Parce que disons que c'était utile au XXe siècle de présenter l'URSS comme l'incarnation du communisme. Parce que ça permettait selon, en tout cas aux yeux de Debord, ça permettait de maintenir un statu quo à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, regardez l'expérience communisme comme elle échoue, alors que justement cette expérience-là, elle n'a pas été faite à leurs yeux. Voilà. D'autres questions ? Oui. Le micro ne marche pas, mais je peux le prendre. Le micro marche pas. Le symbole. Du coup, est-ce que la société du spectacle, c'est une société qui est entretenue ou c'est plutôt un phénomène qui s'auto-crée et s'auto-entretient ? C'est une bonne question. En fait, il y a une thèse de la société du spectacle qui permettrait d'y répondre. Alors, je ne sais plus exactement où elle est, mais en fait, Debord dit partout où il y a pouvoir et séparation de la société en classes, le spectacle se reconstitue. Donc du coup, ça signifierait que, si c'est ça le sens de votre question, ça signifierait que en fait, la société du spectacle, c'est une société dans laquelle, parce que le pouvoir est organisé de manière verticale, il y a une partie de la population vivant dans un temps historique et décidant du temps historique au détriment des autres. Ça ne veut pas dire qu'elle est entretenue par cette classe dirigeante, ça veut plutôt dire que structurellement, il y a spectacle chaque fois qu'il y a séparation de la société en classes. Voilà. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question. Ouais. Chaque fois qu'il y a séparation de la société en classes, le spectacle se reconstitue parce qu'il y a tendance d'une partie de la population à regarder le processus historique comme quelque chose qui leur est étranger, quelque chose sur lequel ils n'ont pas de prise. Et les moments anti-spectaculaires par excellence sont les moments révolutionnaires, où il y a une partie de la population qui va récupérer le bénéfice du temps historique et va s'efforcer de rentrer dans l'histoire. Voilà. D'autres questions ? Ouais. Mais il fonctionne ou non ? Ça fonctionne.
C'est bien parce qu'on enregistre là, donc ça fonctionne. Mais est-ce que justement la société du spectacle, elle n'est pas auto-entretenue par l'existence même de l'argent? C'est-à-dire sur un système, sur le système capitaliste justement, et sur cette existence de l'argent qui, de facto, entretient une hiérarchie entre les êtres humains basée sur la richesse. Parce que justement, c'est pas par l'existence de l'argent, du système capitaliste, qu'il y a société du spectacle. Ouais. Et est-ce que pour justement aller à une annihilation de la société du spectacle, il ne faudrait pas passer outre le système capitaliste? Est-ce que Guy Debord va jusqu'à proposer un autre système, jusqu'à promouvoir même le système communiste ou autre chose? C'est une bonne question. Bon, lui, ce qu'il promeut, mais ce ne serait pas utile là, de rentrer dans le détail, hein, c'est le système des conseils ouvriers. Bon. Mais je vais répondre parce que c'est une question pas facile. Mais alors, si, évidemment, hein, la critique qu'il fait du spectacle, c'est une critique de la société capitaliste. Et ça va nous permettre de dire des choses un peu plus en détail sur la critique de la marchandise. Hein, pourquoi est-ce que la logique même de la marchandise nous rend étrangers à l'histoire? Et ça, on n'a même pas besoin de passer par Debord, on peut passer par Marx. Bon, ça nécessite un petit peu d'explication, mais c'est pas si difficile que ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la logique de la marchandise et pourquoi la logique de la marchandise, elle nous rend étrangers à l'histoire? Bon, là, j'ai deux objets. Là. J'ai deux objets qui peuvent s'exprimer l'un dans l'autre au sens où, alors je ne sais pas quel est le plus cher, je pense que c'est celui-là. On peut dire que ça vaut 2 ça. Mais c'est bizarre de dire ça. Comment ça peut valoir 2 ça, sachant que ces objets n'ont absolument rien en commun? Donc Marx, au début de... Alors lui, il ne va pas prendre l'exemple, évidemment, du livre La société du spectacle ou d'un portable, il va prendre l'exemple du fer et du lin. Donc il nous dit, voilà, comment se fait-il qu'on puisse échanger du fer et du lin l'un contre l'autre, sachant que ces deux objets n'ont absolument rien en commun? Et c'est là qu'il va construire le concept de marchandise. En fait, il va dire, la seule chose que ces objets ont en commun, c'est que ce sont des produits du travail, mais d'un travail qui est considéré abstraitement, au sens où il a fallu travailler pour produire ça, il a fallu travailler pour produire ça, et finalement, ce qu'il appelle une marchandise, c'est un bien échangé sur un marché dont la valeur dépend de la quantité abstraite de travail qu'elle contient. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça. Ouais? Vous avez déjà rencontré ça? Oui. Ok. Bon. Pourquoi est-ce que ça doit être dépassé d'un point de vue selon Debord? Pourquoi est-ce que ça reproduit le spectacle et ça nous rend étrangers à l'histoire? L'exemple de Marx, c'est vraiment un très bon exemple. Parce que regardez, l'exemple de Marx qu'il prend, c'est l'exemple de la chemise en coton. Bon, on a compris que la valeur d'une marchandise, elle était déterminée par le fait, la valeur d'une marchandise, elle dépend de la quantité de travail qui a été nécessaire pour la produire. Okay? Mais celui qui produit sa chemise en coton, s'il est un peu malin, il va se dire, attends, si par exemple, je ne sais pas, moi je mets normalement 12 heures pour produire ma chemise, mais que là je tire un peu au flanc et que je mets 14 heures, elle vaudra plus cher. Évidemment que non, puisque justement, la valeur d'une chemise en coton au XVIIIe siècle, elle dépend d'un temps moyen qu'il faut pour la produire. Et ce n'est pas parce que tel tisserand va mettre 20 heures plutôt que les 10 heures en moyenne que la chemise vaudra plus cher. Elle vaudra toujours 10 heures de travail. Okay? Maintenant, imaginons qu'il y ait, et c'est ça que Marx, enfin pas critique, mais montre, imaginons que maintenant il y a une innovation technologique. Et cette innovation technologique, c'est le métier à tisser. Depuis l'introduction du métier à tisser, en moyenne, il ne faut plus 10 heures pour produire une chemise, mais 1 heure. Donc, une chemise ne vaut plus que 1 heure de temps. Donc, elle ne vaut plus que, imaginons, si 1 heure c'est 1 euro, la chemise qu'il fallait 10 heures pour produire, qui valait donc 10 euros, elle ne vaut plus, depuis l'introduction du métier à tisser, que 1 heure de temps, donc 1 euro. Mais si vous êtes le tisserand et que vous ne pouvez pas acheter cette machine, c'est bien dommage parce que il vous faudra toujours 10 heures pour la produire. Mais elle ne vaut plus qu'1 euro. Donc il vous faut toujours 10 heures, mais vous ne pouvez plus la vendre 10 euros, vous ne pouvez plus la vendre qu'1 euro. Et là, on voit très concrètement, dit Marx, comment
la logique même de la marchandise dépossède les gens de leur capacité d'agir et de leur possibilité d'être dans l'histoire. Parce que si vous êtes tisserand, qu'il y a une innovation technologique type le métier à tisser, et que votre chemise qui valait auparavant 10 € ne vaut plus qu'1 euro, mais que pour vous, vous mettez toujours 10 heures à la produire, bah vous allez très vite finir à la porte. C'est-à-dire que les seules personnes qui vont survivre dans le commerce, ce sont les personnes qui peuvent acheter les moyens de production. Donc là, on voit que dans la logique de la marchandise et dans la logique du capitalisme, il y a quelque chose qui nous rend étrangers à l'histoire. Le pauvre tisserand qui ne peut pas acheter sa machine à tisser, il va très vite devenir prolétaire. Voilà. Donc dans la logique de la marchandise, dirait Debord, parce qu'il suit Marx, il y a quelque chose qui nous rend étrangers à l'histoire, et c'est pour ça qu'il faudrait dépasser le capitalisme. Voilà. Mais bon, maintenant, en faveur de quel modèle, ça, bien malin qui pourrait le dire. Mais Ouais. justement, est-ce qu'il propose des solutions pour pallier à cette société du spectacle? Ben, déjà, une des solutions, parce que ce que je vous expliquais à la fin, c'est que dans la société contemporaine, il y a désynchronisation des temps sociaux parce que le temps historique est dicté par les marchandises et ce temps nous achemine vers une crise écologique majeure, par exemple. Mais nous autres, nous ne vivons pas dans un temps historique parce que nous consommons des marchandises qui nous font vivre dans un temps pseudo-cyclique avec répétition d'année en année de nos conditions d'existence. Bon, déjà, une des solutions de Debord, ce serait déjà de consommer moins de marchandises pour s'efforcer de sortir de la pseudo-cyclicité dans laquelle elle nous engage et se mettre à vivre sa vie déjà individuellement en la remplissant d'événements irréversibles et en agissant historiquement. Maintenant, quel modèle de société pour l'après-capitalisme? Ça, même Marx n'en a pas proposé, quasiment pas en fait. C'est-à-dire qu'il propose le communisme, Marx, mais il y a très peu de passages de Marx dans lesquels vous avez une description concrète de ce à quoi pourrait ressembler le communisme. Très peu. Et donc, ce que Debord va plutôt dire, c'est qu'il faut qu'on se réapproprie la capacité d'agir historiquement et ensuite, une fois qu'on sera sorti du spectacle, c'est-à-dire d'un rapport spectaculaire à l'histoire, c'est-à-dire d'un rapport dans lequel les processus historiques, on les regarde comme des spectateurs étrangers, une fois qu'on sera sorti de ça, faisons confiance à la créativité de la foule. Mais en tout cas, ne remettons pas en place des types de sociétés qui sont caractérisés par la division du pouvoir avec une classe qui en domine une autre. Mais j'aimerais bien avoir des solutions, mais j'en ai pas non plus. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vas-y, puis vas-y. Ouais. Tu veux... Non, bah, on a le temps. Au début, vous avez parlé de 1984 et comme quoi Ouais. la Société du spectacle avait justement une réputation d'être un ouvrage important. Ouais. Et j'avais vu qu'on le rattachait souvent aux événements qu'il y avait eu pendant mai 68. Ouais. Est-ce que le rôle de la Société du spectacle pendant mai 68 a été vraiment d'être un ouvrage qui a beaucoup influencé les mouvements étudiants ou est-ce que c'était plus a posteriori qu'on a rattaché l'ouvrage au mouvement étudiant? Alors, il y a deux ouvrages qui sortent en 1967 et qui ont été qu'on considère comme les manifestes de la génération 68 et qui sont écrits par des situationnistes. Debord, c'est un des créateurs du mouvement situationniste. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler de ça. Et donc le deuxième ouvrage, c'est le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Vaneigem. Et c'est plutôt cet ouvrage-là qui est lu par les étudiants. La Société du spectacle, c'est finalement assez peu lu par les étudiants. Mais c'est normal, je veux dire, c'est un livre, c'est très bizarre, La Société du spectacle, c'est vraiment un livre illisible. Vraiment illisible. C'est-à-dire que Debord écrivait très bien, puis en plus, il était souvent assez drôle, même dans son écriture. Mais alors, la Société du spectacle, c'est vraiment indigeste, quoi. Donc, c'était assez peu lu par les étudiants. Maintenant, c'est vrai que c'est écrit en 1967 et que la plupart des revendications qui étaient portées par les étudiants en 68 trouvent un écho dans la Société du spectacle. Parce que, disons que c'est ce que je vous expliquais au début, c'est-à-dire que je reviens à ce passage. Donc, je vous disais que le rôle d'un concept, c'était donc d'unifier et d'expliquer des phénomènes apparents, et c'était de vous permettre d'aller au-delà des apparences pour accéder à quelque chose de réel. Et c'est ça que Marx, disons au plan de la réalité, c'est ça que Marx disait dans le Capital. Et dans du coup cette première thèse,
Debord explique, parce que donc, vous voyez, il détourne la première phrase du Capital. En fait, il nous dit le concept de marchandise que Marx a proposé au XIXe siècle, c'est un concept qui était pertinent au XIXe siècle pour aller au-delà des apparences, mais il nous faut un nouveau concept parce que la société a évolué depuis. Et comment est-ce qu'elle a évolué? C'est ça que, à mon avis, sur lequel je suis passé un peu vite. Au XIXe siècle, on pouvait encore estimer que le problème il était dans la répartition de la richesse. Mais au XXe siècle, et ça va être ça, sur ça que la plupart des étudiants 68 vont insister, au XXe siècle, le capitalisme n'est plus simplement un système économique qui concerne la répartition de la richesse. Il en est venu à envahir la vie des gens, leur existence, et à teinter leur existence avec les lois de la marchandise. Et donc, en 68, on voit que les revendications des étudiants, elles portent moins sur des questions qui sont des questions pécuniaires ou des questions qui touchent la répartition de la richesse, sont plutôt des questions qui touchent aux conditions d'existence dans le mode de vie capitaliste, avec une critique des carcans bourgeois dans lequel la civilisation nous enferme. Donc, les revendications des étudiants en 68 vont, il est vrai, porter davantage sur les conditions d'existence et les manières de jouir, de désirer dans la société contemporaine. Et c'est vrai que ça rencontre vraiment un écho dans la société du spectacle. Voilà. Mais de là à dire que ça a influencé, que le livre a influencé la génération 68, c'est pas vrai. En revanche, les situationnistes, c'est-à-dire le mouvement dont Debord était l'un des co-créateurs, oui, puisque le mai 68, ça commence à Strasbourg, avec l'infiltration par l'UNEF d'un groupe radical, et ce groupe radical comportait des situationnistes. Donc c'est plutôt sur le terrain qu'ils ont été importants, et au niveau de la pensée, il y a juste des affinités électives. Voilà. Vous vouliez, ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, c'est le micro qui ne marche pas. Ah, il fonctionne vraiment? Non. Ah si, c'est pour le si. Ah, ouais. Ah. Ouais. Ok. Sinon, ça aurait été le spectacle d'une certaine manière. Mais, oui. Bonjour monsieur. C'était par rapport à la phrase par laquelle vous avez conclu votre présentation Celle de Gimli? de Gimli, donc je ne me rappelle pas exactement de quoi il s'agissait. Ouais. Mais de ce que j'ai compris, c'est que ça enjoignait à l'action. Ouais. Et c'est-à-dire que vous, personnellement, quels sont vos moyens d'action, quelles sont vos méthodes d'action pour lutter contre le spectacle? Et ma deuxième question, c'est est-ce que la violence, la lutte armée, peut être une solution contre lutter contre le spectacle, alors même qu'elle est souvent absorbée par les mécanismes du spectacle? Et comment lutter collectivement contre ce système? Eh oui. Oui, alors effectivement, c'était le sens de cette phrase de Gimli, c'est-à-dire qu'au moment où ils partent marcher sur la Porte Noire, c'est perdu pour eux. Ils le savent. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont 500 pecnos contre 200 000 Uruk-hai. Donc c'est mal parti, quoi. Et donc il y a Gimli, voilà, qui dit cette phrase, qui est une phrase je trouve que j'ai toujours trouvé très révolutionnaire. En fait, il dit voilà, donc une mort certaine, des chances de succès quasiment inexistantes, mais qu'attendons-nous? C'est vraiment mais qu'attendons-nous? Voilà, j'avoue que je passe par des moments d'optimisme et de pessimisme. Parfois, je me dis que je ne vois pas comment on va se réapproprier le temps historique. Parce que c'est vraiment ça, le spectacle. En tout cas, la troisième manière que j'ai eu de le définir. Hein, il y a spectacle quand il y a désynchronisation des temps sociaux et quand on a l'impression, et en fait, ce n'est pas qu'une impression, hein, lorsque nous sommes effectivement relégués en marge de l'histoire. Là, j'avoue que je ne vois pas vraiment comment on va infléchir les processus historiques dans lesquels on se trouve. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut résister? Bon, individuellement, je le fais par le sens du collectif, donc par l'engagement militant au sein d'une association, parce que ça aussi, c'est une manière de résister contre le spectacle, et ça, c'est plutôt la deuxième définition que j'ai donnée. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. Puisque le propre du spectacle, c'est de produire circulairement de l'isolement, il est bien de rejoindre le tissu associatif, quel qu'il soit, pour se redonner le sens du collectif.
moi, je le fais au sein de mon association. Enfin, mon association, c'est pas moi qui l'ai créée, mais l'association donc, Lève les yeux, qui fait de la sensibilisation à la déconnexion aux écrans. Donc, c'est une manière de le faire, sachant qu'en plus, elle lutte contre le spectacle. Et puis, je pense que le smartphone, c'est l'incarnation matérielle la plus exemplaire du spectacle au XXIe siècle. Ensuite, ouais. Ouais. C'est dur, j'en sais rien. Non, j'aimerais bien donner des solutions. Mais c'est peut-être pas le rôle de la philosophie. Je pense que les philosophes sont toujours très nuls quand ils donnent des solutions. Non, mais c'est vrai. Si vous lisez la République de Platon, les solutions de Platon sont bizarres. Je veux dire, qui veut d'une société dirigée par les rois philosophes? Bizarre. Même l'organisation un petit peu communiste qu'il y a au sommet de l'État, elle est un petit peu bizarre. Les philosophes, ils sont, je trouve, meilleurs dans les problèmes qu'ils posent. Le rôle de la philosophie, c'est pas de proposer des solutions, c'est plutôt d'arriver à l'identification du problème le plus précis possible. Ensuite, il faut laisser faire l'histoire, quoi. Donc au niveau des solutions, j'en sais rien. Au niveau des solutions, rien que si on considère que le problème écologique, c'est ça c'est l'incarnation du spectacle actuellement, c'est-à-dire que il y a un processus historique qui nous conduit à une catastrophe et on est là en train de le regarder en spectateur impuissant. Déjà, ça commencerait si, pour peu qu'on considère que le vote, c'est une bonne chose, déjà, ça commencerait par ne voter que pour des gens qui ont un programme d'écologie radicale. Voilà. C'est-à-dire, aucun des candidats à la présidentielle la dernière fois, quasiment pas. Voilà. Mais si vous avez des solutions, si vous en avez vous, moi je... Non. C'est fou quand même. Ouais. D'autres questions? Ouais. Si vous avez des questions aussi, je suis évidemment là pour ça, si vous avez des questions aussi sur le travail de thèse, ça peut être ça, ça peut pas forcément sur Debord. Oui. Bonjour monsieur, vous avez fait cette opposition du coup entre le temps cyclique et le temps historique. Ouais. Et j'en profite parce que la question précédente portait sur la violence. Ah oui, pardon, la violence, je vais me répondre. J'ai l'impression que certaines personnes ont de ce fait choisi, pour sortir justement de cette détresse liée, on a parlé de l'écologie, de retourner au contraire à un temps cyclique qui a l'air d'être pourtant critiqué ici par Debord. Ouais. Je m'explique, c'est-à-dire il y a des personnes qui renoncent de ce fait, qui sont un peu, beaucoup en marge de la société, qui reviennent par exemple à, je dirais, presque un état de nature en choisissant de retourner vers la culture, l'agriculture, de se reculer par exemple dans des fermes. Il y a pas mal de personnes en tout cas qui évoquent ce genre de solution. Ouais. Et de ce fait, je me demandais si finalement il n'y avait pas une opposition avec le temps historique et s'il ne fallait pas sortir de l'histoire en fait et retourner à quelque chose de cyclique, justement pour être amené à cette solution, alors même que là, le temps cyclique est critiqué. Ouais. Alors, oui, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est un des points aveugles de la pensée de Debord. C'est une sorte de mépris à l'égard du temps cyclique. Alors, pourquoi? Déjà, on peut l'expliquer. C'est parce qu'il y a temps cyclique quand il y a reproduction d'année en année des conditions d'existence. Et Debord, c'est quelqu'un qui considère qu'il n'y a rien de plus valable que l'histoire. Et l'histoire, il la considère comme un processus qui est peuplé d'événements qui sont irréversibles, donc qui transforment matériellement la société. Donc, c'est vrai que dans sa critique du temps cyclique, on pourrait croire qu'il y a une critique du temps, si vous me pardonnez l'expression, un petit peu, mais le temps des cutéreux, quoi. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Je pense que le problème du spectacle, ce n'est pas le temps cyclique, c'est la désynchronisation des temps sociaux. Si tout le monde vivait dans un temps cyclique, à la rigueur, ça irait. Mais le problème, c'est que nous autres, nous vivons dans un temps alors qu'il est pseudo-cyclique, parce qu'il n'est pas rythmé par les saisons, mais par les marchandises qu'on consomme. Mais le problème, c'est que tandis que nous vivons dans la cyclicité ou dans la pseudo-cyclicité, il y a un processus historique duquel on est étranger qui nous conduit à notre ruine. Voilà. Donc le retour à la cyclicité, ce n'est pas un problème ou dans la mesure où, ce ne serait pas un problème si en même temps il n'existait pas un processus historique qui collectivement nous conduit à l'effondrement. Voilà. Le problème, c'est la désynchronisation, et je crois que ce n'est pas le temps cyclique en lui-même. Voilà. Mais oui, bien sûr, je pense que là, il y a
y a des choses à apprendre aussi du temps cyclique naturel, notamment, je veux dire, là, le capitalisme est en train d'émanciper absolument toute forme de naturalité et de cyclicité, y compris la production des fruits et légumes. Donc, ouais. Mais c'est une bonne remarque. Et donc oui, sur la question de la violence, juste, je vais répondre à ça. C'est dur, ça. C'est une question qui est souvent posée à l'astrophysicien Aurélien Barraud, c'est une question qui est souvent posée. En fait, il dit, voilà, est-ce qu'il faut être violent ? C'est pareil, ça. Je veux dire, il y a vraiment, c'est difficile d'avoir une réponse tranchée là-dessus. Hein. Mais ce serait violence contre violence à ce moment-là, parce que là, c'est très violent ce qu'on est en train de faire aux animaux, à la nature, à des êtres humains dans le monde. J'aurais plutôt tendance à prêcher la non-violence, mais peut-être qu'à un moment, ce sera nécessaire pour faire... je sais pas. C'est trop difficile comme question. Ouais. Enfin, à un niveau théorique, on peut y répondre, mais au niveau pratique, ouais. Ouais. Bon, d'abord, merci pour l'exposé, parce que quand on connaît ce livre, on sait à quel point il est difficile, et extrêmement difficile à lire, et puis les sujets à polémique. Ouais. Alors, j'ai des questions qui sont un peu critiques, mais une critique amicale et humble, parce que cette critique peut-être être fondée sur ma propre ignorance. Auquel cas, c'est pas ce serait peut-être l'expression d'une sottise. D'abord, une question sur j'ai quand même un malaise qui persiste, et je l'avais eu quand j'avais lu La Société du spectacle, sur la consistance de ce concept de spectacle. Ouais. Je m'explique, et j'ai plusieurs questions par rapport à ça. D'abord, si le spectacle... si dans le spectacle est représentation dont le contenu va subvertir l'objet. Est-ce que dans ces cas-là, alors là on retourne à Platon, c'est merveilleux, et vous avez montré cette petite image qui illustre le mythe de la caverne, est-ce que dans ces cas-là on peut imaginer qu'il y a une bonne représentation et une mauvaise représentation, comme il y aurait donc une représentation qui serait fidèle ou une représentation infidèle? Là on retrouve une question platonicienne. Et quelle est la réponse quel est le rapport du spectacle à la représentation? Quelle est la réponse de Debord? J'ai d'autres questions, je ne sais pas si je les pose maintenant ou si... Je vais déjà répondre à celle-là, c'est pas mal. Ouais. Je pense que je peux retrouver une des thèses. Voilà. C'est la thèse 30. Alors, on va revenir sur l'allégorie de la caverne. Thèse 30, vous allez voir encore, hein, j'aurais pu choisir, toutes les thèses de la Société du spectacle sont un petit peu cryptées. Alors, il y a une explication, mais elle n'est pas tout à fait satisfaisante, c'est-à-dire que, là c'est juste sur le style, hein. Tout le reste que Debord a écrit est lisible, vraiment, ça se lit bien et tout ça, bon. Et la Société du spectacle, c'est le seul livre de Debord qui est vraiment analytique, froid, clinique, bon. Alors, l'une des explications qu'on pourrait avoir sur ce style qui est vraiment crypté, c'est qu'il a arrêté de boire pour l'écrire. Ça, je le sais. Je veux dire, parce qu'il est mort de l'alcool. Et quand il écrivait La Société du spectacle, il a écrit des lettres. Il a arrêté de boire pendant 3 mois pour pouvoir écrire ce texte. Il écrivait des lettres désespérées à ses amis en disant qu'il tremblait et qu'il fallait absolument qu'il termine le livre parce qu'il voulait se remettre à boire. Alors peut-être que c'est le fait qu'il ait arrêté de boire qui explique ce style un petit peu crypté. Mais je reviens à la réponse à votre question. Hein. Thèse 30. L'aliénation du spectateur au profit de l'objet contemplé, qui est le résultat de sa propre activité inconsciente, s'exprime ainsi. Plus il contemple, moins il vit. Plus il accepte de se reconnaître dans les images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. Donc le spectacle, c'est la représentation. Et chaque fois qu'il y a représentation, on peut faire l'hypothèse qu'il y a renversement du sens réel, etc. Donc, est-ce que toute représentation est mauvaise, finalement, pour Debord ? En fait, Debord nous dit que le problème, ce n'est pas la représentation en tant que telle, c'est que nous n'en sommes pas les producteurs. Parce que Debord, c'est quelqu'un qui a fait des films. Donc, s'il était critique à l'égard de la représentation, il n'aurait pas fait de film. Alors, bien sûr, son premier film, il n'y a pas d'image dedans. C'est très regardable. Hein. C'est un film avec une succession d'écrans blancs et d'écrans noirs, avec une voix monocorde qui lit des articles de presse. C'est très expérimental.
mais le reste de ces films, il y a des images. Et en fait, pour Debord, le problème, c'est pas la représentation, c'est le fait que nous ne la produisons pas, plutôt. Et finalement, dans l'allégorie de la caverne, si le prisonnier pouvait s'emparer du dispositif de projection des représentations des images et des ombres, donc c'est-à-dire le feu et les petites statuettes là, qui sont projetées, si à la rigueur les prisonniers pouvaient devenir producteurs de représentation, à ce moment-là, ce n'est pas le problème. Mais justement, ce qu'il dit dans cette thèse, c'est que le problème de la représentation, c'est qu'on se contente de la subir de manière passive sans en être des producteurs. Voilà. Plus tu contemples, moins tu vis. Voilà. Plus tu acceptes de te reconnaître dans des représentations que tu n'as pas construites, moins tu vis. Voilà. Alors merci beaucoup, ça m'amène à ma deuxième question justement, exactement là-dessus. Parce que vous avez décrit justement, bon, de manière schématique nécessairement, ce que nous vivons actuellement, à savoir que nos téléphones portables nous isolent, nous utilisons des automobiles qui nous isolent, etc. Et je me demande s'il n'y a pas du coup là une inversion de la cause et de la conséquence. Alors, je m'explique, ça c'est une description classique. La technologie moderne, les techniques modernes nous isolent et produisent donc une sorte de conscience malheureuse. Mais est-ce que, en fait, donc ça veut dire qu'on est purement victime de cela, hein, mais est-ce qu'en fait, il ne faut pas inverser les choses et dire que si il y a production de ces techniques, c'est parce qu'il y a un sens et qu'elles sont une production de notre individualité, de notre individualisme. Auquel cas, c'est nous qui produisons ces techniques, nous ne sommes pas seulement victimes de ces techniques. Ouais. Et dans ces cas-là, est-ce que le spectacle, et là on arrive à peut-être à autre chose, à l'idée que le spectacle dénoncerait quelque chose qui me semble peut-être un peu naïf de dénoncer. De la même manière, quand il y a cette critique de la répétition des sociétés cycliques, avec cette déconnexion des temps historiques. Mais justement, vous avez fait allusion à Orelsan aussi, qui lui-même, soit dit en passant, est un rouage aussi, pourrait être vu comme un rouage donc, du spectacle. Mais cette société cyclique et cette répétition, elle est inhérente à la nature humaine. Il faut qu'on mange, il faut qu'on boive, donc on répète sans cesse les mêmes choses. Elle est inhérente aux saisons, on a parlé des sociétés agricoles. Donc en fait, finalement, est-ce qu'il n'y a pas là bon, il y a un arrière-plan hegelien peut-être dans ce que je dis. Est-ce qu'il n'y a pas un sens qui est un sens historique, fatal, et une naïveté à vouloir, avec peut-être une sorte de romantisme, à vouloir revenir à une communauté, je ne sais pas si je suis clair, à une communauté qui permettrait de transcender sa singularité, alors que précisément tout ce que le spectacle est en train d'instituer est la création de la singularité. Et donc la singularité au sens d'individualité, hein, au sens hegelien. Ouais. Oui. Ce que vous dites hein, sur la cause et l'effet, d'abord il le dit clairement, il y a production circulaire de l'isolement, c'est-à-dire que les techniques sont fondées sur la séparation et en même temps produisent de la séparation, donc il n'y a pas de... disons que c'est cause et effet c'est un peu bizarre d'un point de vue physique, mais disons qu'ils s'enrichiraient mutuellement. Donc je pense qu'il y a plutôt circularité là, et puis ça, il en a vraiment conscience. Maintenant, sur c'est vrai en fait hein, que la cyclicité, elle est inhérente, tout simplement déjà parce que nous sommes des êtres vivants et on vit dans comme n'importe quel autre être vivant, il y a une chronobiologie, c'est-à-dire que le temps est rythmé aussi par les cycles organiques dans lesquels nous nous trouvons. Il faut qu'on mange, qu'on digère, qu'on dorme, etc. Et puis ça se reproduit de journée en journée. Mais, et c'est là qu'il y a évidemment un arrière-plan hegelien chez Debord, ce qui spécifie ou ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est qu'il a la possibilité de vivre dans un temps historique, donc il a la possibilité de s'émanciper du cyclique. Parce que c'est ce que montre bien, par exemple, je ne sais pas, Kubrick au début de 2001, l'Odyssée de l'espace, où on voit tout de suite l'émancipation de la cyclicité. Vous avez un singe, donc des singes qui sont ensemble autour d'un point d'eau, et puis il y en a un qui commence à inventer l'outil, hein, il tape avec un bâton comme ça, et là, à ce moment-là, il va se situer dans un temps historique irréversible. Bon. Donc voilà, ce que veut dire Debord, c'est qu'on a la possibilité de s'émanciper de la cyclicité et d'accéder à l'histoire, et le problème, c'est que cette histoire-là, on la subit comme un facteur étranger, et donc comme des spectateurs. Et c'est plutôt ça, en fait, le sens de l'activité révolutionnaire, c'est la récupération d'un temps historique dont on est dépossédé, du fait de la division de la société en classes. Maintenant, est-ce que ça revient à
défendre une conception un petit peu idéalisée de la communauté d'avant. Je pense pas, puisque il n'y a pas de... C'est qu'en même temps, et c'est ça qui est un petit peu difficile dans la société du spectacle, c'est qu'en même temps, Debord reconnaît au capitalisme le fait d'avoir fait entrer l'ensemble de la société dans l'histoire. Il ne s'agit pas de revenir à des modes d'organisation précédents. Il s'agit de... ouais, c'est le dépassement dialectique, quoi. Je n'ai jamais été très convaincu par ça non plus. Du coup, c'est un problème. Voilà. Non, moi je suis pas. Je pense qu'il y a un schème il y a une manière de comprendre. Je pense que c'est très fort cette idée de la désynchronisation des temps sociaux. Je pense que et ça nous permet d'étudier les sociétés d'une manière un petit peu différente. C'est de demander comment est-ce que le temps est réparti dans les sociétés, qui jouit du temps historique, qui vit plutôt dans des cyclicités. Voilà. Donc je pense que ce schème est bon. Après, les solutions proposées par Debord pour dépasser les antinomies, la division de la société en classes, ça, je n'ai jamais été très convaincu par l'idée qu'on dépasserait dialectiquement le capitalisme. Je pense que l'histoire a plutôt démontré le contraire pour le moment. Alors, je vais abuser, j'ai encore 3 questions. Vas-y. Alors, justement, sur la désynchronisation des temps sociaux, est-ce que c'est une arme au service de la classe dominante et c'est une arme politique qui est consciemment utilisée à quelque époque que ce soit, je dirais, selon Debord, hein. C'est ma première question. Deuxième question, ce sera peut-être la question finale, peut-être pour les étudiants, peut-être dire un mot sur le situationnisme dans lequel il s'inscrit. Et revenir, donc c'est là où là j'ai vraiment besoin d'éclaircissement sur cette idée de spectacle. Je crois que c'est la thèse numéro 10, il définit le spectacle comme ce qui unifie et explique des phénomènes apparents. La diversité de phénomènes apparents. Mais là j'ai un problème, parce que le spectacle est un concept, le concept unifie des phénomènes apparents, on a le mot chaise, c'est un concept, et toutes les chaises peuvent être unifiées sous le mot chaise. Mais pourquoi expliquer ? C'est là où je ne comprends pas, dans le sens où la définition du cercle nous dit que c'est la figure géométrique dans laquelle tous les points sont à équidistance d'un même cercle. Ça unifie, mais ça ne va pas l'expliquer au sens où ça ne va pas nous dire quelque chose de plus sur ses propriétés. Est-ce que ce cercle est purement intuitionné par l'esprit ? Est-ce qu'il existe déjà ? Et du coup, est-ce que le spectacle est censé expliquer au sens du fait qu'il est une clé qui doit expliquer à peu près tous les phénomènes possibles, phénomènes sociaux et historiques ? Mais est-ce que, et c'est là ma question, qui est très longue, est-ce que du coup, c'est pas un danger pour ce concept de spectacle qui serait un fourre-tout ? J'ai toujours un peu l'impression que c'est un peu un fourre-tout. Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus ? Oui, alors je vais commencer par répondre à ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui menace le concept de spectacle. Alors, vous avez en philosophie ce qu'on appelle la compréhension et l'extension d'un concept. Donc l'extension du concept, ça désigne le nombre d'objets qui sont concernés par ce concept-là, et la compréhension, ça désigne le contenu du concept. Et souvent, plus votre concept est étendu, moins sa compréhension est riche. C'est logique, quoi. Le concept de spectacle, alors il a cette volonté d'embrasser un très grand nombre de phénomènes sociaux et de montrer qu'ils sont connectés par un même fil rouge. Mais je suis assez d'accord avec vous pour dire qu'il y a parfois une dilution de la charge critique de ce concept dans sa volonté à trop embrasser les phénomènes sociaux, qui trop embrassent mal être un. Donc je suis assez d'accord avec ça. Je pense que la force du concept de spectacle, ça a été plutôt de montrer qu'il y avait eu un basculement de la société capitaliste d'un capitalisme de la production à un capitalisme de la consommation, et que fondamentalement le contrôle social passait par la gestion du temps. Voilà. Donc ça c'était le premier point. Du coup, je vais à la première question, c'est à savoir, est-ce qu'il y a une classe dirigeante qui intentionnellement relègue une autre dans la cyclicité et vivrait dans un temps historique? Non, je pense que là, il n'y a pas de... c'est ça qui fait que Debord n'est pas complotiste. C'est-à-dire que Debord n'est pas quelqu'un qui pense en fait, que c'est un groupe d'individus ou un individu qui a la charge des événements historiques. Le problème, il est dans la structuration sociale. Voilà, c'est peut-être ça la différence, et dans la division de la société en classes. Et quant à la question du situationnisme,
Alors qu'est-ce que c'est que le situationnisme? Bon, déjà, Debord m'aurait tapé dessus, mais pourtant on s'en fout. Si j'avais dit situationnisme, parce qu'il dit non, mais c'est pas une doctrine, c'est le mouvement situationniste. Alors, le mouvement situationniste, c'est un mouvement qui a été créé par Debord et qui avait d'abord donc en 1957 et qui avait d'abord le sens d'un dépassement de l'art. C'est d'abord un mouvement artistique qui vise à réaliser l'art dans la vie sous la forme de construction de situations. Et les situations, ce qu'ils appellent les situations, les situationnistes, ce sont des moments de vie intensément vécus qui ont cette propriété de rompre avec la morosité ambiante et la routine ordinaire. Par exemple type de situation, et c'est ça que faisaient les situationnistes, il y en a une qui est assez marrante. Donc voilà, c'était créer consciemment, artificiellement, des moments de vie qui vont vous faire sortir de maintenant ce qu'on pourrait identifier comme la pseudo-cyclicité de votre existence. Par exemple, il y a un situationniste qui s'appelle Ralph Rumney qui se baladait avec un de ses amis pour aller boire un verre, et puis ils se sont mis à dire « tu pars à gauche, je pars à droite », et on se retrouve à New Delhi. Voilà. Et ils l'ont fait. Alors ils l'ont fait. Il y en a un qui a réussi à aller à New Delhi, évidemment c'était sans argent, évidemment. Il y en a un qui allait à New Delhi, puis un autre, pour une raison obscure, Ralph Rumney, qui s'est retrouvé en Sardaigne. Donc son pote l'a attendu à New Delhi pendant 3 mois, et lui a envoyé des lettres en disant « qu'est-ce que tu fais ?» Donc vous voyez, c'est quand même une situation qui a duré 1 an. Donc 1 an, il y en a un qui est parti à gauche, l'autre à droite, mais vraiment c'était sur la rue Mouffetard. Donc il y en a un qui a descendu la rue Mouffetard, l'autre qui l'a remonté, et il devait se retrouver à New Delhi sans argent. Voilà. Exemple d'une situation, une manière de réaliser l'art dans la vie. Voilà. Il y en a plein d'autres. Voilà. D'autres questions? Moi j'ai une question, mais plus linguistique par rapport au mot spectacle. Ouais. Spectacle, c'est spectarer, c'est regarder. Ouais. Est-ce qu'on peut, du même coup aussi, peut-être lier ce concept à un certain attentisme ou à une certaine facilité en opposition justement à l'action, à la révolution qu'on a évoquée tout à l'heure? Oui, en fait, le concept de spectacle, c'est juste que c'est ça qui est difficile dans la société du spectacle, c'est que c'est un concept qui, entre le moment où il est formulé pour la première fois en 1957 et le moment où il y a un livre, donc 10 ans plus tard, qui s'appelle La société du spectacle, le concept déjà évolue. Donc il faudrait déjà se demander pourquoi est-ce qu'ils parlent de spectacle en 1957. Et justement, c'est parce que c'est d'abord une problématique esthétique qu'ils ont, ou une problématique artistique. Et la grande référence, alors je ne sais pas si j'ai le... il n'y a pas besoin, mais la grande référence des situationnistes à cette époque, c'est Brecht. Et Brecht, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un dramaturge et théoricien allemand qui a complètement renouvelé la dramaturgie et qui cherchait dans ses pièces de théâtre à sortir le public d'un état de spectateur. C'est-à-dire que le propre de Brecht, c'était d'installer sur scène ce qu'il appelait des dispositifs de distanciation qui allaient vous conduire, lorsque vous regardiez la pièce de théâtre, à mettre en question ce qu'on était en train de vous montrer. Voilà. Donc tout faire pour briser les logiques d'identification entre la scène et la salle. Par exemple, vous pouviez avoir chez Brecht un dialogue romantique entre 2 personnages et un panneau qui était mis sur scène en disant au public « vous voyez à quel point c'est romantique ». Ouais. Donc tout fait pour accentuer la séparation entre la scène et la salle et éviter de se contenter de regarder ce qu'on vous montre comme un spectacle dont vous vous contentez. Et donc Debord, en 1957, reconnaît vraiment à Brecht d'avoir fait ce qu'il fallait au niveau esthétique, c'est-à-dire d'avoir cherché au maximum à briser l'identification, parce que c'était plutôt ça le problème, entre les spectateurs et ce qu'on leur montre. Et les situationnistes veulent lutter contre le spectacle, mais pas simplement au niveau esthétique, parce qu'en fait, ils disent dans la vie sociale, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la vie sociale, on ne met pas en question, on met rarement en question ce qu'on nous montre comme étant évident. Et le rôle des situationnistes, en tout cas dans les années 50, c'était de créer dans l'espace social des effets de distanciation, à l'image de ceux que Brecht essayait de créer, mais lui, encore dans l'espace scénique. Voilà. C'était d'étendre la logique de la critique du spectacle et donc la mise en scène de la distanciation, mais eux dans l'espace social. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont gardé, c'est pour ça que le concept de spectacle a été gardé. C'était d'abord, en fait, le spectacle, c'est l'inverse de la situation. Voilà, c'est ça. Dans les années 50, c'est l'inverse de la situation, mais je le disais, dans le livre de 1967,
il n'y a même plus le concept de situation. Il n'apparaît pas une seule fois dans le livre. Donc c'est un concept qui a vraiment évolué entre-temps. Du coup, j'ai une autre question. Ouais. C'est Guy Debord explique que Société du spectacle forme une lutte contre le capitalisme culturel en quelque sorte. Ouais. Comme quoi, il faudrait se réapproprier les moyens de production d'éléments culturels. Mais autant où dans un registre marxiste, je pourrais comprendre l'idée de réaliser une lutte contre une aliénation du capitalisme économique, donc de lutter contre l'extorsion de la plus-value et le vol du prolétaire, autant dans le conflit culturel qui opposerait une forme de prolétariat culturel et les modes de production culturelle dont il n'a plus l'appropriation, je ne vois pas forcément la pertinence d'avoir à se réapproprier, parce que même si la société du spectacle crée une aliénation, en soi, elle n'est pas dans l'exploitation de travailleurs. Et plus que ça, si on voulait revenir un peu plus sur, je pense, le fait que, par exemple, les technologies, nous les traitons avec quand même une certaine jouissance, c'est-à-dire que lorsqu'une personne utilise son téléphone, elle obtient quand même satisfaction de l'utilisation de son téléphone. Et donc, est-il forcément pertinent de remettre en question une société du spectacle qui, certes, produit une aliénation, mais qui, contrairement à une société capitaliste économique, ne produit pas forcément exploitation, et où justement le consommateur, lui, tire plaisir de cette société du spectacle. Alors, la première question, donc à savoir sur les modes de production culturelle, voilà, c'est vrai, et c'est l'occasion de revenir dessus. On pourrait dire que le spectacle, dans la plupart des thèses de la société du spectacle, ça désigne l'extension de la logique capitaliste à l'intégralité des modes d'existence, et donc y compris la culture, les images, les symboles, etc. Et donc votre question c'était, est-ce qu'il est pertinent de militer en faveur d'une réappropriation des modes de production culturelle, c'est ça ? Ouais. Bah oui, on peut, et en fait on peut le voir très bien, c'est-à-dire que Debord, c'est quelqu'un qui, alors il ne le formule pas explicitement comme ça, mais il a une thèse qui est très belle sur la différence entre l'imagination et l'imaginaire. Il dit c'est très important de distinguer l'imagination et l'imaginaire. On pourrait dire que l'imaginaire, c'est l'ensemble de ce que vous avez, des images, des symboles, des valeurs que vous avez dans la tête. L'imagination, c'est la faculté qui permet de les produire. Et la thèse de Debord, c'est que plus votre imaginaire est saturé par des images marchandes, moins votre imagination fonctionne. Alors on n'est peut-être pas obligé de même passer par le capitalisme, mais il me semble que c'est la leçon de Flaubert dans Madame Bovary. C'est-à-dire qu'on dit souvent que le bovarisme, c'est une maladie de l'imagination, mais ce n'est pas une maladie de l'imagination, en tout cas pas aux yeux de Debord. Le bovarisme, c'est une maladie de l'imaginaire. C'est-à-dire pourquoi est-ce que Emma, elle est malheureuse ? Parce que justement, elle n'a pas suffisamment d'imagination. Elle a tellement lu de romans à l'eau de rose qu'elle est incapable de regarder la réalité autrement que par un imaginaire romantique. Donc c'est parce que son imaginaire est assez standardisé que son imagination dysfonctionne. Alors que le pharmacien, M. Homais, lui, il a beaucoup d'imagination parce qu'il est capable de voir Yonville autrement que... il est capable de le voir comme un carrefour de la science médicale, alors que ce n'est qu'un bled paumé de province. Voilà. Donc la thèse de Debord sur les modes de production culturelle, c'est que le problème du capitalisme, c'est qu'il a tendance à saturer nos imaginaires avec des types de valeurs et des types de symboles que nous ne produisons pas nous-mêmes, et par conséquent de faire dysfonctionner l'imagination sociale. Et c'est pour ça qu'il explique que dans les moments révolutionnaires, il y a toujours en fait une nouvelle production d'images, une nouvelle production de symboles, parce qu'au moment où on récupère l'histoire, on se débarrasse de l'imaginaire dont on a hérité. Donc je pense qu'au contraire, c'est très important, de militer en faveur d'une capacité des spectateurs à produire eux-mêmes l'imaginaire collectif. Mais c'est aussi une thèse que vous trouvez chez Platon. Enfin, chez Platon, en fait, quand il dans le livre 3 de la République, quand il dit qu'il faut éduquer les nourrices, il dit que c'est vraiment l'imaginaire politique qui fait société. Et alors la deuxième question, la jouissance. Et oui, mais ça c'est vraiment un bon point. Vraiment un bon point. C'est qu'après tout, pourquoi les libérer, ces pauvres diables ? Eux aussi, ils sont peinards chez Platon. C'est très confortable, la situation dans la caverne. Et vous avez raison de dire que, après tout, si dans les sociétés modernes,
il y a de la jouissance et du confort. Pourquoi est-ce qu'on voudrait en sortir? Alors j'ai deux réponses à ça. La première sur les téléphones. Cette jouissance que l'on a quand on utilise son téléphone, elle est artificiellement produite. Nous sommes aliénés, parce que ça, la plupart des gens ne le savent pas. C'est-à-dire que quand vous utilisez Instagram, sachez que l'algorithme qui régit Instagram est un algorithme qui est structurellement fait pour vous rendre dépendant et pour susciter de la dopamine dans votre cerveau. Qui a déjà entendu parler de ça? Qui n'a jamais entendu parler de ça? Pardon, qui a déjà entendu parler de ça alors? Ok. Ok, vous savez comment ça fonctionne du coup? Qui est capable de me l'expliquer alors? Ouais. Ils vont s'appuyer sur ce qu'on regarde, le temps qu'on passe sur l'écran et globalement qu'est-ce qu'on traite sur Internet de manière générale, pour ensuite construire un profil synthétique de nous-mêmes. Et après, l'algorithme va essayer de calculer en avance nos goûts, en voyant qu'à partir de ce que l'on aime, on sera plus tenté d'aimer tel type de produit et donc mettre en avant tel type de contenu sur les plateformes. Mais ça va tellement, c'est vrai, hein, mais ça va encore beaucoup plus loin que ça. Hein. Ouais. C'est le fameux circuit de récompense. C'est le circuit de récompense. Et comment il l'exploite, ces saligots là? Ah oui, pardon. C'est de par, je crois, les likes, qui est un processus qui en fait entraîner qu'on a envie de liker ou si on a une baisse de likes, etc., qui va entraîner un manque qui a besoin d'être comblé. Du coup, on va retourner sur l'application, reposter, etc. Et je crois que c'est ça le fameux cercle. Alors oui, c'est vrai que les likes contribuent à la production de dopamine. J'avais autre chose en tête parce que c'est encore plus significatif, mais c'est vrai. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre pourquoi vous n'avez pas toujours des contenus qui vous intéressent sur Instagram. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire que... Tu sais pourquoi alors? Alors vas-y. C'est parce qu'en fait, par exemple, il y a TikTok qui va mettre 5 vidéos qui nous intéressent et une qui ne nous intéresse pas. Comme ça, on est déçu, notre niveau de dopamine descend. Et quand on passe à une vidéo qui nous intéresse, le niveau de dopamine remonte. Et donc, on a une récompense. Et si on avait toujours que des vidéos qui nous intéresseraient, à la fin, on s'ennuierait. Parce qu'il y a de l'inattendu dans les vidéos qu'on défile. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que Instagram, son modèle économique, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à des entreprises. Voilà, c'est votre attention qui est monnayée. C'est-à-dire que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Bon. Et donc, évidemment, quand vous concevez un algorithme dont le but est de faire passer le plus de temps possible l'utilisateur sur l'écran, vous devez bien en fait rendre l'utilisation addictive. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les concepteurs d'Instagram? Mais il y a d'autres... ils sont allés chercher ce qu'il y avait de plus addictif dans la société contemporaine. Et ils se sont dit, tiens, c'est très addictif les machines à sous. Pourquoi c'est addictif? C'est addictif parce que c'est fondé sur le modèle de la récompense aléatoire. Qu'est-ce que c'est que la récompense aléatoire? Pourquoi est-ce que c'est addictif une machine à sous? Parce que vous ne savez pas quand vous allez recevoir une récompense. Et pour votre cerveau, une récompense aléatoire génère de la dopamine. Donc vous êtes là en fait en train d'activer, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir les sets qui s'affichent ou quoi. Et au moment où la récompense se produit, votre cerveau produit la dopamine parce que aléatoirement il y a une récompense et ça le cerveau est très friand de ces récompenses aléatoires. Et donc l'algorithme d'Instagram, il est fait pour aléatoirement vous donner des choses dont il sait pertinemment qu'elles vous intéressent. Mais il sait très bien que s'il ne met que des choses qui vous intéressent, vous allez tout de suite vous désintéresser. C'est comme ça. Donc si ne vous envoyez que des contenus qui vous intéressent, la production de dopamine serait moindre et donc la jouissance que vous auriez serait moins importante. Donc c'est là le point. C'est-à-dire que moi je veux bien dire qu'il y a de la jouissance dans l'utilisation des réseaux sociaux, et c'est vrai, mais cette jouissance, elle est quand même artificiellement produite pour exploiter les failles naturelles de notre cerveau et vendre notre temps d'attention à des entreprises. Voilà, donc si on le sait, ok, mais la plupart du temps, on ne le sait pas. Et quant à savoir, et ça, je pense que là aussi, hein, c'est un point important et c'est un point qui est bien saisi par Debord dans la société du spectacle, c'est pourquoi est-ce que c'est très difficile de sortir les gens du consumérisme? Tout simplement parce que le consumérisme est confortable. Et convaincre quelqu'un de quelque chose, c'est-à-dire le faire changer d'idée, à la rigueur, ça se fait. Mais transformer dans une société les manières d'évaluer le monde, ça, c'est beaucoup plus difficile.
À ce propos, je suis tombé sur une phrase de Kierkegaard il n'y a pas longtemps. Elle est incroyable. Elle m'a fait un peu froid dans le dos, mais elle est incroyable. Donc Kierkegaard, c'est un philosophe danois du 19e siècle. Et cette phrase, c'est un peu sa version de la caverne. Et elle apparaît dans un texte qui s'appelle « Ou bien, ou bien ». Écoutez ça, parce que ça va dans le sens de votre question. Donc c'est une petite histoire. Le feu prit un jour dans les coulisses. Donc on est au théâtre. Hein. Le feu prit un jour dans les coulisses. Un bouffon vint en avertir le public. On crut à un bon mot, parce que c'est un bouffon, et on applaudit. Le bouffon redoubla ses avertissements et les applaudissements redoublèrent. Et Kierkegaard conclut « C'est ainsi, je crois, que le monde périra dans l'allégresse des gens spirituels persuadés qu'il s'agissait d'une plaisanterie. » On voit la grande difficulté, elle est magnifique cette histoire, hein, je crois que c'est ainsi que le monde périra dans l'allégresse des gens spirituels persuadés qu'il s'agissait d'une plaisanterie. C'est pas très difficile de faire un lien avec la situation actuelle et le fait qu'on a encore du mal à accepter la situation dans laquelle on se trouve. Et tout simplement parce qu'il ne s'agit pas de questions d'idées, mais plutôt de questions de valeurs et de transformer les manières d'évaluer le monde. Et ça, c'est très difficile. C'est pour ça d'ailleurs que le prisonnier qui redescend dans la caverne est mis à mort. D'autres questions ? Oui. C'est la dernière. Dernière. Ouais. Une question qui sera assurément un peu moins complexe que les autres. Dans la société du spectacle, Guy Debord fait assurément une critique de ce côté du spectacle que nous vivons aujourd'hui. Mais finalement, à qui la faute ? Est-ce que c'est les spectateurs qui regardent d'une manière impuissante ce qui se passe, ou c'est ceux qui le produisent, si tant est que ce ne soit pas une seule et même entité par ailleurs ? Eh oui. Dans bien des cas, c'est devenu une seule et même entité, c'est-à-dire nous sommes devenus les producteurs du spectacle de nos vies, notamment depuis que les technologies numériques existent. Alors, à qui la faute ? À qui la faute ? Il y a une différence à faire entre le niveau individuel, c'est-à-dire que individuellement, une fois qu'on a conscience des rouages du spectacle, il est possible d'y résister. Voilà. Maintenant, collectivement, collectivement, à qui la faute ? C'est pas véritablement à des individus. Hein. Ce que je disais, c'est plutôt à l'organisation du pouvoir dans les sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que dit Debord. Hein. À un moment, il le dit dans la société du spectacle. Il dit depuis qu'il y a pouvoir, c'est-à-dire, je ne sais plus exactement comment il le dit, hein, mais séparation d'une classe au-dessus d'une autre et en charge de l'historicité de cette société, il y a spectacle. Voilà. Donc c'est sûr que dans le dépassement, pour reprendre une autre question, dans le dépassement de la société du spectacle, il devrait y avoir une organisation horizontale du pouvoir, ça c'est certain. Donc à qui la faute ? Individuellement, c'est sûr d'abord à nous, d'une certaine manière. Collectivement, à la tendance qu'il y a dans les sociétés à déléguer le pouvoir et la charge de l'historicité à une classe dirigeante. Mais ce n'est pas fondamentalement cette classe dirigeante qui est responsable. C'est plutôt structurellement la manière dont on a décidé de s'organiser. Décidé ou non, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.